Bienvenue sur Wavestoria, les podcasts qui vous racontent le Sud. À travers ces rubriques culture, tech, tourisme, entrepreneuriat, enseignement, sport et bien plus encore, Jean-Raphaël, Julien, Olga et Nico vous emmènent à la rencontre de celles et ceux qui font battre le cœur de Nice et sa région. Wavestoria, c'est votre connexion avec toutes les histoires du Sud. Une exploration intime et passionnante de ce qui fait vibrer la Côte d'Azur. Venez écouter, découvrir et vous inspirer. Wavestoria, toutes les histoires du Sud, au creux de vos oreilles. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Wavestoria, thématique agriculture. On ouvre aujourd'hui une nouvelle série qui sera récurrente sur la plateforme avec Marc-Olivier Tacquart. Marc-Olivier Tacquart, bonjour. Bonjour Julien. Alors je suis aussi accompagné de Jean-Raphaël Drahi aujourd'hui. Bonjour Jean-Raph. Bonjour Julien. Et bonjour Marco. Bonjour Jean-Raph. Et bonjour les auditeurs. Bonjour à tous. Alors l'idée aujourd'hui de cet épisode, c'est un petit peu de présenter cette série à venir. On va parler de livres, et ça je vais vous dire tout de suite pourquoi. Marc-Olivier, tu es le propriétaire de la librairie Le Vestiaire à mots. Alors vestiaire parce qu'on y trouve beaucoup de livres axés sur le sport, et à mots parce que dans les livres il y a des mots, mais je me suis aussi rendu compte que c'était les initiales de ton prénom et de ton nom de famille, très fort. Sacré cachotier. Effectivement, donc le vestiaire à mots avec le vestiaire, tout ce que ça engendre pour moi qui suis issu du milieu sportif. J'ai travaillé très longtemps dans les médias et au niveau des sports, des rédactions sportives, et puis j'ai aussi travaillé pour un club de football et j'ai aussi joué au foot pendant très longtemps, donc je suis entré très régulièrement dans les vestiaires et c'est là où pour moi se construisent et parfois se bâtissent les plus belles victoires et j'aime ce lieu-là parce que c'est un lieu de partage et c'est un lieu où pour moi toutes les personnes peuvent se rencontrer, peuvent partager des émotions qui sont parfois indescriptibles et le vestiaire, c'est pour moi l'un des mots qui représente peut-être le mieux le sport. Et puis ensuite, un mot, effectivement, tu l'as bien expliqué Julien, ce sont mes initiales. J'aime les mots et ça se prêtait bien. Je trouvais que vestiaire à mots, ça sonnait bien. On parlait du vestiaire, des mots. Je trouve que tout s'entremêle bien et j'aime bien, aujourd'hui en tout cas je m'y sens bien et j'aime bien l'atmosphère qui règne ici, au milieu des livres, mais aussi au milieu de toutes les personnes qui entrent au 19 boulevard Joseph Garnier et qui entrent ici pour pouvoir découvrir l'atmosphère qui règne au vestiaire à mots. Alors tu dis aimer les mots. Sur le tapis qui est à l'entrée, il y a ton logo en énorme. Ta librairie est quand même assez atypique dans le bon sens du terme. Donc des livres, du café, du kombucha, des salles pour recevoir des ateliers, mais tu vas nous parler de ça tout de suite après. Et pour en revenir donc à ce tapis avec ton logo, il y a écrit dessus Concept Sport. J'adore. Concept sport parce que en fait moi je viens du milieu du sport, donc c'était le domaine que je souhaitais mettre en avant. Le livre et le sport, c'est souvent antinomique. J'ai certaines personnes qui parfois rentrent ici, je leur dis j'ai plein de livres sur le sport. Oh, le sport c'est pas mon truc. Mais finalement on arrive quand même à les embarquer dans les histoires en leur expliquant que c'est le sport dans toutes ses grandes largesses. C'est-à-dire que moi, pour faire du sport, il faut bien manger. Donc, j'ai des livres sur la nutrition, j'ai des livres sur comment bien s'alimenter, et j'ai aussi des livres du 15 de France. Donc, c'est un autre aspect culinaire. Voilà. Donc, j'aime bien aussi mélanger un petit peu tout ça. Mais on parle aussi des mangas, on parle de bandes dessinées, on parle de romans historiques. On parle d'anthologie parfois. J'ai un ouvrage d'anthologie sur les plus beaux textes de sport qui existent. Il y en a 150 qui ont été triés avec les plus grands auteurs qui ont écrit dedans. Donc il y a plein de belles histoires et on peut embarquer, je pense, tout le monde dans le sport. Et on peut prendre n'importe quel ouvrage. Là, j'ai lu le dernier de Gaël Faye, Jacques Aranda. Alors on parle de sport de façon tragique parce qu'en fait les stades à une certaine époque servaient de lieu d'exécution. Donc en fait on peut tout essayer de rapprocher. J'arriverai toujours à trouver un lien avec le sport. Parfois les gens me disent j'aime pas faire le sport, mais je dis vous êtes sorti de chez vous, vous êtes venu ici, vous êtes venu à pied.
Donc vous avez fait un petit peu de sport. Donc en fait, au final, on en fait tous un peu, on pratique un peu, parfois sans le vouloir et sans le savoir. Mais je pense que le livre aussi, c'est le parfait trait d'union pour pouvoir parfois s'évader, pour pouvoir découvrir des choses, pour pouvoir se dire « Oh bah tiens, finalement, ça, c'est quand même pas si mal et c'est quand même bien. » Et que le parcours de tel athlète ou le parcours de telle personne, il est inspirant et il peut me donner moi aussi des clés pour ma propre vie. Ok, alors on va revenir un petit peu sur le lieu tout à l'heure, mais avant je vais passer le micro à Jean-Raph et lui il va te soumettre un interrogatoire musclé pour parler un petit peu de ton parcours et de ce qui t'a amené jusqu'au vestiaire Hameau. Alors c'est à moi pour l'interview musclée, Marco. Déjà, moi j'ai une première question, mais tu viens de l'aborder un petit peu. Tu viens du milieu du sport. Et donc on a toujours tendance à penser que sport et littérature ça fait pas bon ménage, et tu as déjà bien répondu. Mais comment un sportif ouvre une librairie en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le parcours? Alors moi je viens du milieu des médias, j'ai travaillé en presse écrite, j'ai commencé comme ça, à 15-16 ans je commençais déjà grâce à un copain qui était déjà dans le milieu, qui m'a permis de découvrir le journalisme et de commencer à quelque part concrétiser mon rêve, parce que c'était mon rêve de devenir journaliste. Et à 15-16 ans, j'écrivais dans le Paris-Normandie et je faisais des petits comptes rendus de mes matchs du week-end, et c'était mon premier rapport avec les mots, voilà. Et j'ai appris plein de choses. Ensuite, j'ai fait le CFPJ, l'école de journalisme à Paris, et puis j'ai travaillé très rapidement en télévision et j'ai intégré diverses rédactions. Mais même en télé, on apprend à écrire et à justement à pas être redondant avec l'image, donc à se servir aussi du support de l'image pour pouvoir, et parfois même du support du son, pour pouvoir apporter d'autres éléments que le téléspectateur parfois ne peut pas forcément voir avec l'image, et les mots peuvent apporter ça. Maintenant, le sportif que je suis se retrouver effectivement dans une librairie, moi je sais pas, je trouve ça normal parce que je me plais ici. Maintenant, ce que je trouve pas normal, c'est que il y ait pas assez de librairies sportives, en tout cas en France, puisque je suis la seule, et que aujourd'hui je comprends pas pourquoi je suis la seule, alors qu'en fait j'ai aujourd'hui 2500, presque 3000 références ici, et je pense qu'elles peuvent convenir à n'importe quelle personne. En tout cas, je pense que des ouvrages peuvent s'adresser à n'importe quelle personne. Les ouvrages, on en parlait tout à l'heure, les ouvrages historiques, ils sont faits pour être lus, pour se rappeler qu'il s'est passé des drames à certains moments, et que on n'est pas là pour les reproduire, et que ça a touché aussi des sportifs de haut niveau. L'histoire de Alfred Nakache, sa famille est déportée à Auschwitz. Lui, on a aujourd'hui un récit qui nous le partage et qui nous le fait vivre. Donc oui, ça me touche, et je pense qu'on peut le partager. Voilà. Et que je suis sportif, mais j'aime aussi l'histoire, j'aime aussi ce qui s'est passé, et j'aime aussi retranscrire toutes ces choses-là pour pouvoir les partager. Après, à chaque fois, quand je vends un livre, je dis à la personne qui le prend, surtout, vous venez me revoir si ça vous a pas plu. Parce que moi, ça me permet d'avancer. Et ça me permet aussi de comprendre pourquoi tel lecteur aime ça et tel autre lecteur aime ça. Par contre, là, j'ai partagé un truc incroyable l'autre jour avec un monsieur de 85 ans qui est venu, qui me dit, moi, j'écris dans une revue, dans la revue Lichen, c'est de la poésie, on fait de la poésie avec les copains et tout. J'adore la poésie, etc. Je dis, ok, d'accord, pas de problème. Je vais vous faire découvrir un bouquin. Je vous le laisse, vous le lisez et vous me dites ce que vous en pensez. Surtout, vous venez me revoir et vous me dites ce que vous en pensez. Et il est revenu genre 3-4 jours après, le mec il m'a mis limite les larmes aux yeux, parce qu'en fait il est revenu, il m'a dit mais c'est incroyable, j'ai enfin compris pourquoi moi quand je voyage, pourquoi j'étais mal quand je voyageais sans ma femme. Mais en fait ça s'appelle L'Intendresse, c'est le titre du livre que je lui ai vendu. L'Intendresse, c'est un petit recueil de poèmes de Valentin Dedon, et quand il l'a pris, je pense qu'il s'attendait pas à ça. Il s'attendait pas à vivre quelque part une émotion ou à découvrir quelque chose sur lui. Et en fait, il est revenu ici, et franchement, moi, il m'a mis les larmes aux yeux, le mec, parce qu'il avait quelque chose de vrai. Et en fait, en ouvrant, et pour répondre à ta question initiale, en ouvrant ce vestiaire un petit peu atypique, j'avais envie de partager des choses, parce que c'est ce que je voulais donner comme sens à mon existence. Je voulais partager des choses avec les gens. Cette personne-là, je l'aurais jamais croisée avant. J'aurais jamais partagé quelque chose avec elle. Et au final, j'ai partagé un super moment, et je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Parce que rien que le partage et le transfert de ça, juste avec un simple bouquin, moi, ma journée, elle était gagnée. Alors, elle
elle était enrichie de ça, enrichie des yeux de ce monsieur, du message qu'il m'a laissé, que j'ai transféré à l'auteur, qui l'auteur n'en revenait même pas lui-même, et qui m'a dit heureusement qu'on a les libraires et qu'on a cette transmission et cette transmission qui permet justement de faire partager nos livres et de faire partager nos écrits. Et ça, pour moi, c'est vraiment la plus belle des réponses. J'aurais aimé le filmer ce moment-là parce que franchement, il me restera vraiment gravé pour le coup. Juste avant de continuer, permettez-moi de vous parler de notre partenaire Méditerranéo. Si vous ne le connaissez pas encore, il est temps de découvrir ce véritable joyau situé à la gare du Sud, un lieu mythique pour tous les Niçois. Plus qu'un simple restaurant, Méditerranéo est un espace de partage de culture et d'art où la cuisine méditerranéenne est à l'honneur. Ici, tout est pensé pour éveiller vos sens. Déguster des plats maison préparés avec des produits locaux, participer à des ateliers culinaires, découvrir des expositions et vibrer au rythme des concerts qui animent les soirées. Chez Wavestoria, nous partageons cette passion pour le Sud et ses trésors. C'est pourquoi nous sommes ravis que Méditerranéo nous accompagne dans cette aventure. Rendez-vous Gare du Sud, ce lieu unique où chaque moment est une célébration de la vie niçoise. Venez vivre et partager cette expérience et soutenez-nous avec ce symbole de notre culture. Alors, heureusement qu'il y a des libraires. Est-ce que c'est pas aujourd'hui un vrai risque d'ouvrir une librairie dans un monde où notamment une partie de notre jeunesse est plutôt sur les réseaux, sur YouTube, lit de moins en moins, c'est un fait, hélas, mais c'est un énorme pari, c'est une envie aussi de dire mais non, mais franchissez cette porte, ouvrez des livres, quel que soit l'âge que vous avez. Oui, je crois qu'il y a de ça, il y a l'envie de casser aussi un petit peu les on-dit ou de casser certaines barrières qui sont aujourd'hui bâties par justement le digital. En plus, j'en viens moi du monde du digital à la fin de ma carrière professionnelle, ma dernière expérience professionnelle, je travaillais dans le digital, donc je conçois l'enjeu qu'il y a derrière, mais les librairies et les gens après le Covid en 2020 se sont rendus compte que finalement le livre c'était un objet qui était intéressant et important d'avoir entre les mains, et les librairies ont connu aussi un des chiffres d'affaires de plus en plus croissants après le Covid, et aujourd'hui il y a de plus en plus de librairies, il y a presque plus de librairies qui se créent qui ne ferment, donc bon, ça reste un bon espoir. Moi, aujourd'hui, j'ai des gens qui passent devant, et quand j'ai ouvert le 2 avril, à partir du 2 avril, les gens passaient devant la vitrine et il y en a certains qui levaient les bras au ciel et qui me disaient merci d'avoir ouvert une librairie, merci d'avoir ouvert un lieu de partage, merci d'avoir ouvert un lieu de culture. Ils étaient contents, mais je l'ai vraiment vécu. Mais ça, je m'attendais pas à ça, moi, quand j'ai créé ce truc. Alors, oui, il y a un danger financier. Moi, j'ai ma famille qui m'aide derrière, j'ai plein de personnes, j'ai mis tout l'argent que j'avais dans mon projet, mais parce que j'y crois et parce que je crois que on peut transmettre des choses, on peut vivre des émotions. J'aurais très bien pu rester dans mon ancien métier à moisir et à gagner sûrement mieux ma vie que je vais la gagner maintenant. Mais au final, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent parce que je fais quelque chose pour moi et je fais quelque chose qui me plaît et je fais quelque chose qui pour moi a du sens parce qu'on partage des choses. Et aujourd'hui, on est dans une société où on ne partage plus rien. Et justement à cause du digital, justement à cause des téléphones, parce que parfois on est sur son téléphone et qu'on scrolle et puis qu'on reste pendant 5 minutes et en fait on regarde le truc et ça fait une demi-heure qu'on est sur le téléphone. Et moi je pense qu'on perd parfois une demi-heure, voire 1 heure sur son téléphone. Et ça et l'enjeu effectivement il est là. Et l'enjeu quand tu parlais de la jeunesse, où les jeunes sont de plus en plus sur leur téléphone, oui. Mais les jeunes qui n'ont pas encore le téléphone, ce sont eux qui font entrer les parents dans la librairie. C'est-à-dire que les jeunes qui n'ont pas encore le téléphone dans les mains, qui ont 5, 6 ans, 7 ans et qui n'ont pas encore de téléphone, c'est eux qui rentrent ici et qui veulent venir voir et qui veulent venir acheter des livres. Parfois, c'est eux qui traînent les parents dans la boutique pour pouvoir acheter des bouquins, pour pouvoir trouver des choses, pour pouvoir apprendre des choses, pour pouvoir faire des petits ateliers ludiques, pour pouvoir faire plein de choses. C'est ça qui est pour moi important et c'est vraiment le message que je veux retenir parce que
c'est parfois les parents qui sont réticents alors que les enfants sont déjà dans la boutique. La bataille est pas perdue. Pour moi, la bataille n'est pas perdue. Sinon, je me serais pas lancé là-dedans. Mais et encore, je trouve que il y a beaucoup de travail à faire. Voilà, il y a beaucoup de travail. C'est pour ça qu'on essaye avec Sophia qui a rejoint l'équipe du vestiaire de travailler ça en créant, en multipliant les ateliers, en essayant de mettre en place des choses pour les enfants, mais aussi pour les adultes, parce que je trouve que le partage, il doit se faire entre l'enfant et l'adulte. On n'est pas là juste pour laisser son enfant et se dire tiens, je m'en débarrasse pendant 1 heure et puis il va aller faire un petit atelier d'aquarelle. Non, le but c'est de faire un partage entre la maman ou le papa et son enfant, parce qu'ils vont partager 1h30 avec un expert en aquarelle ou en dessin. Alors ça justement, tu disais, tu viens de nous parler de ça, et tu parlais de lieux de partage. Alors on est entouré de livres, on vient toucher les livres, les ouvrir, les acheter, les emporter, mais il n'y a pas que ça dans le vestiaire Rameau. Il y a 2 salles à côté de nous qui te servent à quoi? Alors ces 2 salles, quand j'ai créé ou imaginé mon projet, j'en parlais un petit peu à plein de personnes. Je suis allé faire aussi un stage dans une librairie en région parisienne. Je passe le bonjour à la librairie du Pinceret à Poissy. Parce que et en échangeant, en comprenant aussi ce qui se passait, je me suis dit qu'il y a plusieurs enjeux. Le livre, ok, c'est quelque chose. L'économie est très établie, les marges sont déjà assez faibles, le taux de rentabilité d'une librairie n'est pas forcément très élevé. Moi, au début, je suis tout seul, donc Et l'ambition, c'était aussi d'en faire un lieu de partage et un lieu de vie. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour faire un lieu de vie? Il me faut aussi d'autres espaces. Donc, il y a le café, il y a le jus de fruits, il y a le thé, ok, ça c'est acté, on peut le faire, c'est assez facile à faire. Mais l'autre enjeu pour moi, c'était de pouvoir accueillir aussi du monde ici. Donc, pour ça, il me fallait des salles. Donc là, j'ai trouvé un local qui était déjà aménagé avec 2 salles, qui sont des salles de réunion où on peut accueillir des groupes de 5-6 personnes ou de 10-12 personnes pour pouvoir faire des réunions, mais aussi pour pouvoir faire des ateliers, aussi pour pouvoir s'écouter, pour pouvoir partager des choses. Et ces deux salles-là, elles sont en location et elles sont à disposition d'une personne qui veut faire un entretien, par exemple. J'en ai de plus en plus qui le font et qui me louent les espaces pour 1 ou 2 heures. Mais après, je peux aussi viser et je vais cibler des entreprises qui ont besoin de se retrouver dans un endroit qui est un petit peu atypique et qui peut changer d'une salle d'hôtel sans fenêtre et de se retrouver dans un endroit où il y a des livres, où ça peut être inspirant, où on peut aller se documenter pour pouvoir faire un atelier, pour pouvoir faire peut-être une réunion. Et voilà, donc moi, je crois en la synergie de tout ça. Je crois en ces différents univers. Je crois que le sport peut être littéraire. Je pense que la littérature peut apporter des choses au sport, mais je pense que le monde de l'entreprise a aussi à apprendre de la culture, des mots, a aussi à apprendre du sport et a aussi à apprendre de plein de choses. Donc je pense il y a plein d'univers à explorer dans ce domaine-là. Moi, mon rêve, en tout cas après, c'est de pouvoir attirer des entreprises ici au vestiaire, de leur proposer des séminaires et de leur dire, voilà, vous allez travailler pendant 1 journée entière. Le matin, vous allez faire un atelier d'écriture. L'après-midi, vous allez avoir un coach de prise de parole en public qui va venir vous coacher, qui va venir vous driver pour que demain, quand vous allez vendre vos produits, vous allez encore mieux les vendre. C'est ça que j'ai envie d'apporter. Et c'est ça le rêve du vestiaire. Et derrière, on peut finir très bien cette journée j'ai une cible de fléchettes, on finit un petit concours de fléchettes, on finit avec une petite mariole, c'est de la pétanque d'intérieur. Et comme ça, on partage encore des choses entre salariés qui peut-être eux aussi n'avaient pas les liens qui vont avoir après ce séminaire-là ou cette rencontre ici. Voilà. Revenons sur le sport. On est à Nice. Wave Storia parle de ce qui se passe sur Nice, la métropole et autour. C'est une ville un peu particulière vis-à-vis du sport quand même. C'est une ville qui est très tournée là-dessus. Oui, on l'a vu rien que cette année avec l'arrivée du Tour de France à la fin juillet, au mois de juillet, avec 3 étapes qui se sont déroulées dans la région. C'est une ville qui est complètement propice au sport. Il se passe plein de choses. Il y a
Il y a l'Ironman qui se passe ici. Il y a des compétitions de tennis, il y a des compétitions de vélo. Il y a le Paris-Nice. Il y a une équipe de football de Ligue 1 qui est aujourd'hui gérée par un gros partenaire qui travaille aussi dans le vélo pour le coup, dans le marathon, dans plein de choses. Donc en fait, c'est quand même une terre de sport. On peut faire de la voile et puis ici on est tôt sur le bassin, enfin sur la mer Méditerranée le matin, l'après-midi on est en plein hiver, on peut aller skier à Isola. En fait c'est aussi ça qui fait le charme de cette région et ça c'est formidable. Donc en fait et on profite de ça. Et c'est pour ça aussi que je trouve que avoir créé la première librairie sport ici à Nice, ça avait aussi du sens. Parce que je me suis posé la question quand j'ai fait mon projet, je me dis mais je vais le faire où ? Moi je viens de la région parisienne, j'aurais pu très bien m'imaginer repartir un petit peu en région parisienne ou dans ma ville d'enfance ou essayer de le créer là-bas par exemple. Mais je me suis dit finalement à Nice t'es bien. En tout cas il se passe tellement de choses que tu t'aurais tort de pas en tout cas tenter l'aventure ici. Pour moi l'aventure elle avait du sens ici et elle a du sens ici à Nice avec il y a aussi un Grand Prix, il y a le Grand Prix à Monaco juste à côté. On a quand même deux clubs professionnels, un qui joue la Champions League, un qui joue l'Europa League à 20 km d'écart. C'est quand même incroyable. On a un bassin sportif de dingue. Et on a un club de rugby aujourd'hui qui est passé en Pro D2. Et on a des clubs de volley qui jouent en D1. C'est quand même incroyable ici. C'est assez fou, c'est qu'il y a une vraie diversité sportive, effectivement, comme tu le disais. Il y a eu le Tour de France, il y a eu la Coupe du Monde de rugby, il y a eu les Jeux Olympiques, mais on va en reparler juste après, l'Ironman. Enfin, il y a tellement de disciplines en fait au même endroit qu'on se dit que c'est quand même une ville qui est assez tournée vers le sport et les sports, contrairement à d'autres endroits qui sont très marqués. Une station en Savoie, ça va être très ski, ou on va à Biarritz, ça va être le surf. Ici, ça touche plein de domaines en fait. Un peu comme la librairie. Ouais, exactement. C'est exactement ça. C'est pour ça que j'essaye en tout cas de me diversifier dans les différentes disciplines que je peux avoir ici. J'ai parfois des gens qui rentrent et qui me disent: est-ce que vous avez des ouvrages sur la Zumba? Alors la Zumba, j'arrive pas, j'ai pas encore tout trouvé ce que je voulais dessus, mais il y en a. Mais il en existe. Il en existe. Mais ce qui est bien, c'est qu'ici on peut avoir des ouvrages sur la voile, on peut avoir des ouvrages sur le ski alpin. Ça va pas, comme tu le disais, ça va pas dépareiller. On peut avoir des ouvrages aussi de randonnée, de trail. Il y a tellement de sentiers ici que on peut s'y perdre. Et puis il y a toute la partie yoga. Il peut y avoir plein de choses. Donc en fait, le fait d'être ici à Nice sur une terre de sport, avec énormément aussi de sportifs qui vivent ici et qui en font leur terrain de jeu et leur terrain d'entraînement. Les cyclistes, il y en a, Pogačar, il habite dans le coin. Enfin voilà, on en a des milliers, je pense, de sportifs qui vivent dans la région et qui profitent aussi, je dirais, des richesses de la région pour pouvoir bien travailler. Est-ce que, alors au moment où on enregistre, nous sommes au mois de septembre, on sort d'un été, comme tu le disais, qui a été quand même extrêmement dense. Est-ce qu'il y a eu un effet Tour de France à Nice dans la librairie? Est-ce qu'il y a eu un effet Jeux Olympiques et Paralympiques? Est-ce que tu l'as ressenti, ça? Oui, je le ressens. Le livre déjà et le cyclisme, le vélo, ça engendre plein d'ouvrages. Enfin, en tout cas, il y a plein d'ouvrages sur le vélo. J'ai une étagère qui est complètement consacrée au vélo pour le coup, parce que on peut avoir de la philosophie, on peut avoir des guides de randonnée, des guides d'ascension. Enfin voilà, il y a plein de choses, des guides humoristiques. On a des ouvrages, des romans. Enfin, sur le vélo, il y a plein de choses. Oui, moi, et sur les Jeux Olympiques, il y a aussi plein d'ouvrages, puisque les maisons d'édition ont sorti plein de livres et d'ouvrages sur ou des athlètes qui participent aux Jeux Olympiques ou qui ont été les héros des JO précédents, ou après on a aussi des romans historiques, on a de la géopolitique, il y a des romans historiques, des biographies qui sont remarquables sur les jeux, et puis après on a les jeux qui ont été aussi remarquables et qui ont
fait vivre aux Français des émotions incroyables. Et moi, ça me faisait plaisir de regarder les jeux. J'avais mis un écran ici aussi pour qu'on puisse les diffuser, que je puisse les avoir et rien louper parce que j'avais envie de rien louper aussi. Et pour moi, oui, il y a un effet parce que on s'est, en tout cas en France, intéressé au sport. Et pour moi, c'est l'une des principales réussites de ces Jeux Olympiques, c'est que les Français se sont dit « Ah, on peut vivre des choses incroyables en regardant du sport ou en allant dans les stades ou en regardant des athlètes et même de l'escrime, alors que je suis sûr qu'il y a des gens qui sont allés dans la salle d'escrime et ne savaient pas ce qui les attendait parce qu'ils ont eu des places comme ça et puis ils ont vécu un super moment. » Et donc, c'est ça, je pense, le vrai élan sur lequel aujourd'hui il faut s'appuyer et sur lequel il faut travailler en France. C'est-à-dire qu'il faut continuer et continuer à promouvoir le sport comme un élément de bien-être et d'émotion. Et j'espère que ça va continuer, qu'on va continuer à en tout cas à accueillir de grands événements, mais aussi à en organiser, mais aussi à le partager et à le faire dans les écoles, ici en accueillant des conférences, en accueillant des athlètes, en accueillant des écrivains qui pourront venir partager aussi leur passion pour le sport. Mais moi, en tout cas, j'ai ressenti, oui, effectivement, un élan et un enthousiasme autour du sport. T'as crié devant ta télé cet été ? Oui, j'ai crié devant ma télé, j'ai chanté la Marseillaise, on a vécu tous des émotions de dingue en regardant les JO quand même. De rien que de fait même de voir les tribunes pleines, les gens qui criaient, qui étaient des gamins, et des personnes âgées. C'est vrai que on a quand même des images où il s'est quand même passé des trucs de fou, que ce soit et les Jeux paralympiques et les Jeux les Jeux olympiques. Moi j'ai trouvé ça incroyable. Donc j'espère qu'on va réussir à se servir de cet élan pour pouvoir encore avancer et aller encore plus loin que de là où on est. Moi, aujourd'hui, je trouve qu'on fait pas assez de sport en France. Le sport est pas assez implanté dans les entreprises. Le sport est pas assez implanté dans les écoles. Et je trouve que ça, c'est dommageable pour, en tout cas, l'être humain ou le français ici, parce que le sport est quand même vecteur de partage, d'émotion, de dépassement de soi, mais aussi de bien-être et voilà. On doit se servir de ça. Alors il y a eu quelque chose d'ailleurs il y a quelques jours là-dessus qui était hyper intéressant et qui sort un petit peu des livres, mais on avait eu même cette discussion en off d'un youtubeur, Inoxtag en l'occurrence, qui sort un documentaire sur 1 an de préparation pour faire l'Everest, et avec des messages extrêmement forts là-dessus sur ne passez pas que votre temps sur YouTube, sortez de vos téléphones, faites du sport, dépassez-vous, allez dehors. Le message était assez beau là-dessus. C'était quand même un petit peu fou qu'un youtubeur fasse ça. Ouais, parce que je pense qu'il s'est rendu compte que dans la vie qui était la sienne jusqu'à cet exploit et jusqu'à ce que il fasse cette aventure-là, il n'a pas vécu sa vie comme finalement il pense qu'aujourd'hui elle aurait plus de sens, et il s'est aperçu de ça, et ça c'est très bien. Et effectivement, il passe des messages qui sont incroyables et qui sont bons pour la jeunesse et qui sont bons pour mon fils aussi qui a 13 ans et qui passe peut-être plus de temps sur son téléphone, et c'était le premier à regarder ça et à s'émouvoir devant et à se dire que c'était incroyable et que c'était génial. Donc j'espère que les messages sont aussi passés dans son crâne et dans le crâne de tous ces enfants qui ont pu regarder ça, mais même des adultes, parce qu'effectivement là on parle du dépassement de soi, on parle d'un événement incroyable et d'une aventure d'une année, et c'est très bien. Alors c'est effectivement une vidéo et ça passe tous les messages qu'on a envie d'entendre, mais dans les livres, il y a plein de livres justement sur des ascensions incroyables, sur les premiers alpinistes qui ont monté l'Everest, et qui se sont du coup retrouvés en tant que personnes, parce que ces aventures-là vous font prendre conscience que vous êtes une personne et que vous avez besoin d'alimenter votre corps et votre esprit
d'exploits, de choses que vous pensiez impossibles à faire et qu'au final, vous arrivez à le faire. Et ça, c'est le meilleur des résultats, la plus belle réussite. Voilà, si vous aimez la montagne, alors je vous conseille fortement le documentaire d'Inoxtag parce qu'il est vraiment extraordinaire. C'est un vrai beau film d'aventure, mais je me permets de passer le message, lisez Premier de Cordée, commencez déjà par celui-là. C'est marrant que tu parles de Premier de Cordée de Frison Roche parce que moi, c'est le premier livre, c'est le livre qui m'a donné envie, qui m'a fait aimer la lecture. Donc j'avais 13-14 ans et à l'époque, j'étais à l'école et qu'à l'école, on vous donne tout le temps des livres. Qu'on vous force à lire. En fait, moi, je pense que ça, c'est pas la bonne méthode. Et parfois, c'est pareil, je vois des parents qui disent, tiens, lis ça, tu vois, ça va te plaire, etc. Je les regarde, je dis, forcez pas. Laissez-le choisir son livre, il va le lire, il va regarder et ça va lui plaire. Mais laissez-le choisir l'ouvrage qu'il a envie de prendre. Et Premier de Cordée, pour le coup, c'est vraiment un livre qui m'a fait où je me suis dit, c'est incroyable. Non, avec des pages, avec des mots, avec de l'écriture, on peut vivre on a l'impression d'être complètement accroché à la cordée, d'être dans le truc, tomber dans les crevasses. Et c'est ça. Et pour moi, ça c'est la force de la lecture. Et tu parles de Premier de Cordée, mais on peut prendre Elle froide de Jean-Marc Rochette. C'est une BD. Et ça, j'arrive à la mettre entre les mains de parents, mais aussi qui va la partager peut-être avec ses enfants parce que les messages sont aussi beaux dans ces ouvrages-là, que les textes, les images et l'histoire en tant que telle, elle apporte quelque chose. Et ça, c'est la richesse du livre, en tout cas qu'on prend et qu'on vient récupérer et acheter ici. Ouais, et puis alors c'est marrant, on va en parler de cette histoire de BD où on arrive à mettre les gens là-dedans. Juste une petite anecdote, tu parlais de Premier de Cordée. Moi un jour j'étais dans Chamonix, j'ai habité là-bas quelques années et j'étais avec un ami et tout d'un coup on croise un petit vieux et il me dit tiens Jean-Raphaël, je te présente Monsieur Frison Roche. Moi qui d'habitude parle beaucoup, je savais absolument plus quoi dire. Je me suis retrouvé face à Frison Roche. Enfin c'était une rencontre Premier de Cordée. Enfin pour les gens qui aiment la montagne, c'est un mythe ce livre. Alors justement, on va parler de livres et ça va être aussi ce qu'on retrouvera dans les prochains podcasts avec toi sur des conseils, sur des coups de cœur, sur des choses qui t'ont touché ces dernières semaines, ces derniers mois. De quoi tu pourrais nous parler? Alors moi j'ai bien aimé le dernier livre de Wissam Belkacem qui est Yama, c'est le coup de cœur qu'on a mis sur le site internet de la librairie, c'est le coup de cœur du mois d'août. Alors Wissam Belkacem, c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ancien footballeur qui a fait son coming out avec un livre qui s'appelle Adieu ma honte, qui est sorti en 2020. Et je l'avais rencontré justement quand je travaillais encore à l'AS Monaco. Je l'avais fait venir au centre de formation pour rencontrer les jeunes. Et il était venu exposer quelque part sa vie et présenter son livre aux jeunes qui, pour certains, pensent que l'homosexualité est encore une maladie. Donc en fait, on était complètement dans la transmission, on était complètement dans le partage, où on a un auteur qui vient nous parler de son expérience, qui vient expliquer aussi aux jeunes qui sont en centre de formation. Attendez, il leur dit, moi, j'étais aussi en centre de formation. J'ai été sélectionné avec l'équipe de Tunisie pour la CAN, j'avais un avenir tout tracé, etc. Mais pourtant, j'ai pas franchi le palier. J'ai pas franchi le palier parce que quelque part, j'arrivais pas à m'avouer que j'étais homosexuel. Et donc en fait rien que de passer ce message-là et de pas comprendre quelle personne on est à un moment donné où on a besoin de franchir des paliers, de grandir, d'avancer, et en fait on bloque. Et lui, il s'est bloqué à cause de ça. Maintenant, une fois qu'il a écrit son livre, il s'est débarrassé de tout ça. Il a pu le partager avec sa famille, il a pu le partager avec le monde entier et je pense aujourd'hui beaucoup plus épanoui que ce qu'il l'a été quand il était pourtant au centre de formation Toulouse, qui est le rêve de tout jeune footballeur qui a envie de devenir footballeur professionnel, c'est d'entrer dans un centre de formation. Et là, donc, il a écrit un deuxième ouvrage qui s'appelle Yama, qui en fait, il parle pour sa maman et il nous fait vivre la vie de sa mère qui est tunisienne, qui a démarré
qui a été la première institutrice de femmes de son village, voilà, je vais pas vous faire le pitch entier, mais c'est Wissem qui se met dans les yeux de sa maman et qui lui donne ses mots. Et c'est un livre qui est très beau, qui se lit très bien, très facilement. Et moi, je l'ai beaucoup apprécié. Après, peut-être que de fait de connaître l'auteur, j'en ai peut-être été plus séduit et donc du coup, je me suis plus facilement accroché. Mais j'avais déjà bien apprécié Adieu ma honte, mais le Yama est vraiment, alors il est très personnel par rapport au rapport que lui il a avec sa maman, parce que il ne faut pas croire que dans cette famille tunisienne musulmane, l'homosexualité voilà, a dû être partagée, a dû être comprise, a dû être acceptée. Donc voilà, c'est un peu cette histoire-là. Ça, pour moi, c'est un ouvrage qui est très beau et qui mérite d'être mis en avant. Et j'espère que Wissem pourra venir ici dans les semaines à venir. Voilà. Un autre ouvrage ? Un autre ouvrage. En fait, il y a l'ouvrage que je prends souvent, que j'appelle ma pépite, moi, du vestiaire. C'est l'ouvrage de Valentin Dedon, c'est Petits écrits et grand amour, c'est des miettes footballistiques et c'est des fragments d'un poète. Moi je l'appelle le poète Valentin parce que il écrit bien. On en a parlé tout à l'heure un petit peu plus tôt dans l'émission avec son ouvrage sur l'intendresse, mais les petites miettes footballistiques, c'est pour tout footballeur, toute personne qui est justement entrée dans un vestiaire un dimanche matin pour aller jouer au foot, enfiler des crampons et se retrouver sur un terrain gelé avec les filets craqués de l'autre sur le terrain, et il comprendra que voilà, c'est un ouvrage qu'il faut lire. Il faut se mettre dedans. On peut le lire, on peut le mettre sur sa table de chevet et puis l'ouvrir de temps en temps avant de se coucher, ou le mettre dans son cartable et puis l'ouvrir de temps en temps dans la journée, et ça fait du bien. Et après, il y a plein d'anecdotes avec des sportifs, avec des écrivains de renom qui ont joué au football, qui ont partagé cette passion-là, qui est partagée par des millions d'êtres humains. Et c'est le football amateur dans sa plus belle splendeur pour moi. Et tu parlais aussi de bande dessinée qui aujourd'hui est un support extrêmement intéressant pour amener les jeunes, justement. Il y avait les mangas et autres. Il y a des BD que tu peux nous conseiller ? Oui, il y a les maisons d'édition qui justement aiment bien reprendre aussi des ouvrages qui ont très bien fonctionné. Je pense à Petit Pays de Gaël Faye. Il vient de sortir en BD. Qui avait été Goncourt des lycéens, Goncourt des lycéens, ouais. Petit Pays, c'est une très belle BD. Il y a les BD, ouais. Moi, j'aime bien m'y plonger de temps en temps. Je prends une BD et pendant 2 heures, je m'isole et je la regarde. Il y a les BD Marathon, l'invention du vide et le Tour des géants qui est juste derrière là-bas. Elles sont incroyables. C'est Nicolas Debon qui a fait ces BD-là, et elle relate à chaque fois des histoires qui sont que j'appelle les histoires d'antan, qu'on a complètement oubliées. Je pense que aujourd'hui, si je vous demande qui a été vainqueur du marathon des Jeux Olympiques d'Amsterdam en 1932, je sais pas. Voilà, vous savez pas. Et pourtant c'est un Français et qui s'appelait El Wafi. Et cette histoire-là, on l'apprend dans cette BD-là, Marathon. Et pour moi, c'est ça, le passé, de se rappeler de l'histoire et là, pour l'occurrence, le sport, mais ça a marqué un petit peu plus que le sport parce que il faudrait découvrir cette BD-là, mais à travers le marathon, on apprend plein de choses sur la géopolitique du moment en 1932 à Amsterdam, entre l'entre-deux-guerres, tout ce qui pouvait se passer, etc. Et El Wafi qui sort un petit peu de nulle part et puis qui bat tout le monde alors que personne ne l'attendait là et que personne n'a réussi à suivre son rythme. Et c'est 1932, c'est une autre époque au niveau du sport et au niveau de tout ce qui pouvait se passer. Et ça, pour moi, c'est vraiment la réussite justement d'un ouvrage, d'une BD ou d'un. C'est vraiment
intéressants. On parlait tout à l'heure aussi de Aile froide, mais après il y en a plein d'autres. Il y a les BD, je trouve que c'est accessible pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut la partager et la transmettre à son gamin. Si nous, en adulte, on a aimé et qu'on veut la partager, celle de Kylian Mbappé, par exemple, qui a été dessinée par Faro et qui a été travaillée avec Kylian. Ils ont travaillé pendant 2 ans sur cet ouvrage-là. Kylian a collaboré à cet ouvrage pour pouvoir raconter vraiment son histoire. Mais en fait, c'est une histoire, on va la prendre, on va la lire. Moi, je me suis éclaté en la lisant. Et j'ai connu en plus l'histoire de l'intérieur. Eh bien, quand on a reçu Faro ici au vestiaire, il nous a aussi expliqué qu'il a halluciné avec le fait qu'il soit aussi attaché et pointilleux sur son histoire et sur ce qu'il voulait qu'il soit retranscrit dans cet ouvrage-là. Et ça, pour moi, c'est une vraie pépite aussi, cette BD-là, parce que on apprend des choses sur l'un des meilleurs joueurs de football de la planète aujourd'hui et on peut la partager avec son papa, on peut la partager avec sa maman. Moi, j'ai ma fille de 8 ans, elle a commencé à la lire. Donc, en fait, on peut tous la partager. Et ça, c'est la vraie richesse aussi du livre et d'une BD, par exemple. C'est ce qui avait fait très bien, enfin, ça avait été d'ailleurs un succès absolument fou, Jean Covici, avec sa BD sur le réchauffement climatique et tout. Je crois qu'il avait été un énorme succès de librairie. Oui, mais vous avez, il y a d'autres. Je vends aussi des BD autres que du sport. J'ai ce qu'on appelle un îlot ici que j'ai appelé hors-jeu, où j'ai les derniers prix littéraires ou les différents ouvrages là, on est en pleine rentrée littéraire, donc il y a plein d'ouvrages qui sortent mais qui ne concernent pas le sport, mais que j'ai aussi envie de mettre à disposition des gens du quartier s'ils ont envie de venir se documenter ici, ou en tout cas acheter des bouquins, mais se faire plaisir. Et se faire plaisir, ouais. Mais il y a la BD Jérusalem, on parlait tout à l'heure, c'est celle de Gaël Faye. Il y a La vie secrète des arbres. Voilà, il y a plein de petites BD qui sont sympas, qui tournent pas forcément et qui ne tournent pas autour du sport, mais qui sont aussi très très enrichissantes. Alors quand même, on va parler d'une petite BD autour du sport. On a quand même un dessinateur local que tu as invité régulièrement. Oui, je pense que tu parles de Koun. Non, je parle bien de Koun, effectivement, oui. Koun, on s'est rencontrés parce que via les éditions Giletta et sa directrice Valérie Castera qui nous a un petit peu réunis en nous présentant, moi, son ouvrage Le Parler Vélo, qui est sorti à la fin du mois de juin, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et c'était pour moi un ouvrage qui est formidable parce qu'il est très rigolo et qu'il est à l'image de son auteur, Pierre, alias Koun, qui est un vrai personnage, qui est un supporter invétéré du gym et qui partage sa passion. Alors pour les rares qui connaissent pas, le gym, c'est l'OGC Nice. C'est l'OGC Nice, ouais. Et donc il est venu ici un samedi matin et il est venu faire un atelier de dessin pour les destiner aux jeunes mais aussi aux adultes. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on pouvait partager cette passion-là du dessin avec ses parents. C'est aussi pour moi ça du partage. Et ensuite il avait fait une petite séance de dédicace ici. Et c'était l'occasion de le rencontrer, d'apprendre à le connaître encore un peu plus et de partager un beau moment de convivialité. Et c'était très sympa. Et on va renouveler l'opération parce que on va se reprogrammer, je pense, une petite date là dans les semaines qui viennent. Je pense un samedi matin pour que il puisse effectivement redonner un petit coup de crayon et faire un tome 2 de ces ateliers. Alors tu disais que Nice et la Côte d'Azur, les Alpes-Maritimes principalement, c'est une terre de sport. C'est également une terre d'écrivains, non? Il y en a pas mal. Je pense notamment également à Bernard Deloupy, avec qui tu fais des ateliers également, qu'on a eu la chance d'interviewer dans le podcast Rendez-vous sur la prom. Ouais, il y en a un paquet d'écrivains dans le coin aussi. Oui, il y en a beaucoup. Bernard, il fait 2 ateliers par mois ici aussi au Vestiaire. Et donc, et Bernard Deloupy fait 2 ateliers par mois au Vestiaire. Il accueille ses apprentis écrivains et ils ont fait
Ils ont fait la première séance il y a quelques jours. Ils étaient une petite dizaine. Et puis voilà, c'est un rendez-vous qui va être régulier. Et c'est intéressant d'avoir, je trouve, un écrivain renommé dans la région pour pouvoir distiller ses conseils. Et je trouve que ça, c'est des regards à viser pour les personnes qui viennent s'instruire ici. Mais on a aussi Audrey qui fait des ateliers d'écriture depuis maintenant plusieurs mois. Elle en fait un par mois ici. Ils sont toujours complets. On est aussi en discussion avec une autre dans un autre registre, mais pour faire du slam et de la poésie avec dans un autre cadre d'atelier d'écriture. Il y a un atelier d'aquarelle qui a été créé samedi dernier et j'espère qu'on va pouvoir le renouveler avec Natalia, qui est une artiste argentine qui habite maintenant sur Nice. Et c'est ça, je pense que c'est multiplier les ateliers, multiplier les expériences pour que on puisse vivre des choses qui sortent un petit peu de notre ordinaire. C'est ça qui est intéressant. Des moments de partage. Ouais, je l'ai beaucoup répété, mais je pense qu'effectivement c'est ça. C'est des moments de partage et des moments de vie dont on perd le sel un petit peu, je trouve, un peu trop futilement. On parlait du téléphone, mais ça peut être la télé, ça peut être d'autres choses. Et je trouve que ça c'est important de pouvoir se regarder des fois de temps en temps en train de dessiner ou en train même de rire ou de partager des choses. Alors pour se retrouver au Vestiaire Hameau et pour terminer cette première émission, les grandes dates du Vestiaire Hameau, qu'est-ce qu'il ne faut pas rater ces prochaines semaines ? Alors on a les ateliers réguliers qu'on en parlait. Il faut aller voir sur le site internet. Voilà, sur le site internet, le programme est complet. Après, on a 3 rendez-vous qui vont être intéressants à vivre ici. On a le 3 octobre, on va avec la fondation de l'université Nice-Côte d'Azur, on va organiser une petite conférence sur le sport et le handicap pour un petit peu suivre justement l'élan des Jeux paralympiques. Ça me paraît important de pouvoir encore en parler, de continuer d'en parler, de parler de résilience, de parler de tout ce qui peut toucher au sport, qu'avec le sport on peut se sortir justement parfois d'un handicap, qu'on peut aussi oublier son handicap, qu'on peut aussi en tout cas vivre des émotions qu'on ne pensait peut-être plus qu'on n'était plus capable de les vivre. Et ça me paraît important. Donc ça, ce sera le 3 octobre ici au Vestiaire. Après, on va faire aussi pour le lancement du centenaire de l'AS Monaco, le club de foot, qui a sorti un ouvrage. On va organiser avec Norbert Siri, qui a écrit cet ouvrage-là, et les 100 ans de l'AS Monaco. Il sort en librairie le 23 ou le 24 octobre, et le 26, on va accueillir ici une petite délégation de l'AS Monaco avec Norbert, et puis peut-être des surprises avec des joueurs ou des anciens joueurs pour fêter ce centenaire et les accueillir ici. Et puis après, il y a le club de la presse de la région qui va aussi faire une petite conférence ici et son petit rendez-vous mensuel au Vestiaire Hameau. Là, on va parler, je pense, plutôt voiture, et parce qu'il y a Daniel Ortelli qui sera là. On va essayer de faire venir pas mal d'acteurs sur du milieu de l'auto, de la moto, et voilà. Donc ça va être un rendez-vous sympa, et ça, ce sera le 17 octobre. Je sais pas si on l'a vu sur la vidéo, tu avais noté dans la paume de ta main. Ouais, exactement. Ma petite anti-sèche. Mes 3 petits rendez-vous. Ah, les anti-sèches. Pour pas les oublier. Courage aux jeunes écoliers qui viennent rentrer, et pas d'anti-sèche, c'est pas bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Marc-Olivier, pour cette première rencontre. On espère te revoir très vite, reparler de livres avec toi. C'était passionnant. Merci Marc-Olivier. Alors on mettra un lien vers tous les livres dont on a parlé. On mettra un lien vers le site web, mais plus important, est-ce que tu peux nous donner l'adresse du Vestiaire Hameau ? Le Vestiaire Hameau, c'est le 19 boulevard Joseph Garnier, dans le quartier Libération à Nice, très proche de la ligne de tramway, de l'arrêt Libération. On a un parking aussi voiture un petit peu à la gare du Sud pour pouvoir venir en voiture si vous voulez, puis sinon vous pouvez venir à pied, ça vous fera du bien, et nous on aime bien les sportifs ici. Est-ce que tu es présent sur les réseaux sociaux ? Et on est également présent sur les réseaux sociaux. On a une page Instagram, une page Facebook, une page LinkedIn.
Et peut-être prochainement un petit TikTok si on arrive à lancer notre page TikTok, qu'on trouve l'idée fabuleuse pour pouvoir se lancer sur cette plateforme. Ok, on mettra tous les liens dans les notes de l'épisode. Merci à tous. Encore une fois, merci Marc-Olivier. Merci Jean-Raph. Et on se retrouve dans combien de temps? 3 mois à peu près pour un nouvel épisode avec trimestre. Digérer tout ça déjà et après on se revoit dans un trimestre. Ouais, c'est ça. On pourra peut-être inviter des gens qui travaillent dans le milieu du livre, non? Tu nous parlais tout à l'heure de l'éditrice des éditions Giletta. Giletta, ouais, Valérie Castera, ce serait passionnant de pouvoir la voir. Ouais. Et puis quelques auteurs aussi. On va lui proposer. Voilà. On pourra proposer à Koun, s'il a envie de redescendre de sa montagne de Saint-Martin-de-Vésubie, on pourra lui demander de venir aussi. Voilà, on va vous préparer tout ça et puis on revient dans 3 petits mois. Puis en attendant, faites du sport. Et faites du sport. Et lisez aussi un petit peu, ça pourrait vous faire du bien. À très bientôt. À très vite. Vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout? Bravo! N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify si vous avez aimé. À très bientôt pour un nouvel épisode sur www.wavestoria.com.